Contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce coup d'État n'a pas du tout été quelque chose de subi, de décidé brutalement. Il a été mûri pendant longtemps. Un membre du bureau politique, Aït el-Hussein, m'a raconté qu'un jour, Sherif Belkacem et Meddagri qui était à Moscou dans un voyage, lors d'un voyage avec Boumediene, lui avait donné un rendez-vous à Genève pour une discussion. Et à Genève, où s'est rendu Aït el-Hussein, Meddagri lui a dit « ça peut plus durer, cet homme joue personnel, il prend des décisions qui sont dangereuses pour tout le monde, et il faut y mettre un terme, on compte sur toi ». Alors Aït el-Hussein m'a confié qu'il a été voir Haj Ben Allah, c'est-à-dire le responsable du parti, et pour lui faire part de ce qui s'est passé entre lui, Sherif Belkacem et Meddagri à Genève. Haj Ben Allah a été aussitôt voir Ben Bella, etc., qui appelle Bouteflika pour lui dire « Alors il paraît que vous préparez un coup d'État, grand Dieu, Bouteflika, qu'est-ce que c'est un tox, etc. » Jamais, il n'en est pas question. Mais Ben Allah m'a confié qu'à partir de ce jour-là, plus personne des membres du clan d'Oujda ne passait la nuit chez lui. Ils passaient tous la nuit sur la base militaire de Boufarik, une base d'aviation. Il semble que du côté de la mouvance de gauche, j'avais un ami qui était un parent à ma femme, dont le père avait été assassiné le 8 mai 1945, et qui du lycée est passé directement dans le maquis, le capitaine Gamal Warsi. Quelques mois avant le coup d'État, il était venu à Alger et il m'a dit les officiers ont été convoqués, mais ce n'est pas pour cette fois. J'ai dit, cette fois quoi? Il m'a dit, le changement. J'en ai parlé avec des copains qui ont dit, il ne faut pas le griller, hein. Il faut simplement alerter le président que la situation n'est pas très bonne et qu'il fallait qu'il prenne rapidement des décisions pour faire face à toute tentative de changer l'ordre des choses tel que lui le pensait. De mon côté, j'ai pris rendez-vous avec Ali Yahya Abdelnour, qui était un ancien membre du secrétariat de l'UGTA et qui se trouve, qui a fait partie de la première aventure du FFS après avec Aït Ahmed et qui après s'en est détaché pour rester dans le sillage du colonel Mohamed El-Haj, qui était, comme chacun sait, chef de la wilaya 3, c'est-à-dire de la Kabylie. Et nous avons décidé tous les deux d'aller voir Boualem
qui était le secrétaire général adjoint de l'UGTA. J'ai été le voir avec Ali Yahya et dit, écoute, la situation est dangereuse, il y a des choses qui se préparent. Vous êtes intéressé au premier chef, s'il y a un coup d'État, c'est d'abord le mouvement syndical et toute la gauche qui va recevoir le coup. Alors il m'a dit, qu'est-ce qu'on peut faire avec cet homme? Au congrès, le congrès du GTA s'est tenu quelques mois auparavant. Il s'est opposé à ma candidature au secrétariat général alors que tous les responsables syndicaux étaient d'accord pour me porter au poste de secrétaire général avec toute une équipe, l'équipe qui a été évincée lors du premier congrès de l'UGTA, qui a été évincé à la suite d'un coup de force en 1962. L'ancienne direction. C'est-à-dire qu'ils ont imposé, ils ont dispersé quasiment le congrès, ils ont imposé les gens qui voulaient. Ils ont fait venir des gens, ils ont envahi la salle. C'est pour ça que je parle de coup de force. Et effectivement, Ben Bella ne voulait pas de Bourouiba comme secrétaire général. Il y a eu des discussions, disons que la commission d'orientation que présidait alors Zahouane avait envoyé un certain nombre de gens, de cadres à ce congrès pour essayer de faire en sorte que ce soit un congrès représentatif du mouvement syndical. Il y avait parmi les hommes qui étaient là 2 futurs ministres du Travail, à savoir Abdelaziz Zerdani, et qui était en relation avec la Fédération de Constantine, le capitaine Mustafa Khalfallah, qui avait le contrôle des syndicats dans la ville de Constantine pendant la guerre. Il y a eu aussi notre futur ministre, 2 futurs ministres du Travail, Oumzienne et puis Mazouzi. Et il a fallu batailler ferme pour que Boualem Bourouiba ne soit pas éliminé et qu'en définitive, la transaction porterait sur la nomination d'un homme qui est en opposition frontale avec l'ancienne direction. Et effectivement, ils ont pris ils ont nommé quelqu'un, mais c'était pas le plus ferme, c'était le plus mou. C'était Oumzienne. Donc, Bourouiba n'était pas très chaud pour faire quelque chose pour prévenir un coup d'État. Le comité central a eu lieu quelques jours avant le coup d'État, une réunion du comité central. Comme ça, entre 2 portes, Ben Bella me dit, voilà, je vais enlever Bouteflika du ministère des Affaires étrangères. Il faut m'appuyer, il ne faut pas me faire de difficultés, etc. Beaucoup de gens se sont plaints de lui, les Cubains, Modibo Keïta, et donc moi je ne peux pas le garder.
à la veille de la conférence afro-asiatique, je ne peux pas le garder au ministère des Affaires étrangères. Je lui ai répondu de manière très nette, Si Ahmed, c'est un membre du bureau politique, nous sommes au comité central, tu viens devant le comité central et tu exposes la question et on avisera à ce moment-là. Il m'a dit, oh, bah, je vais voir. Il n'a rien vu en définitive, il n'a rien fait. Et au moment où il a réuni les ministres des Affaires étrangères, il y avait parmi les ambassadeurs un ancien colonel de l'armée de l'intérieur qui est un parent à moi, le colonel Ali Kafi. Il l'interpelle devant toute l'assemblée et il lui dit qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'es pas mon ambassadeur, sors. Alors ça a été quelque chose de très mal digéré et par les assistants et puis politiquement à l'extérieur, c'était quand même des manières assez particulières. Et juste après cet incident, il y a le Boumediene qui convoque le colonel Ali Kafi et lui a dit écoute, tu reviens dans l'armée et tu reprends ton poste de colonel. Et Ali Kafi lui dit mais il y a l'opposition du président, etc. Il lui a dit, tu reprends ton poste de colonel, sous ma responsabilité. Donc, il se passait quelque chose. Il va nommer quelqu'un que le président vient d'expulser d'une réunion. Et il le dit avec fermeté. Au comité central, personnellement, j'ai été entrepris par 3 personnes pour essayer de me convaincre que le pays avait besoin d'un changement. Ces personnes, c'était le colonel Tahar Zbiri, Qaïd Ahmed et un autre colonel qui était chef de l'école militaire de Cherchel, Yahyaoui, Mohamed Saleh Yahyaoui. Ils m'ont dit, ce type-là, il fait le dictateur, etc. Zbiri a ajouté, déjà pendant la crise de 1962, de l'été 62. Quand on était à Boussaada pour essayer de marcher sur Alger, il a tenu des propos qui étaient hostiles à l'armée. Je pense qu'il en veut à l'armée, etc., et qu'il va essayer de la casser. Et moi, je n'ai plus confiance en lui. Et il m'a dit quelque chose de très grave. Il m'a dit, tu sais, quand on a arrêté Aït Ahmed, on a décidé de le lui remettre. Et il a prononcé ces paroles. C'était pour le coincer. S'il fait exécuter Aït Ahmed, il aura affaire à la Kabylie, et s'il ne fait rien, il aura affaire à l'armée. C'était d'ailleurs tellement brutal, et puis grave, des propos très graves. Même Qaïd Ahmed a froncé le sourcil. Il trouvait ça tout à fait plus que déplacé. Bon.
réunion de la commission d'orientation, on discute comment faire, comment réagir tout le temps. Je ne parle pas de s'organiser politiquement, tendance, etc. On a tenu des réunions comme ça pour des décisions, par exemple pour la restitution des biens aux petits commerçants à qui on avait pris les biens comme ça. Et ça touchait essentiellement des gens de la Kabylie, des gens d'Alger, principalement des gens d'Alger. Et ça a ajouté, c'était une mesure inutile qui n'apportait rien à l'idée socialiste ni à la défense du socialisme et qui ajoutait au malaise consécutif à la crise qu'avait connue, que connaissait toujours le FLN, elle ajoutait une crise avec la région de Kabylie, qui touchait le populo en définitive. C'est une décision qu'on a prise et qu'on a appliquée sans demander l'avis de Ben Bella. Comme ça, on a soutenu le préfet d'Alger qui a exécuté cette décision, Bouaziz. C'était une mesure que j'avais proposée 2 ans avant. Et elle n'a pas été prise en considération. C'était un problème important. C'était le problème du traitement fait à la petite bourgeoisie, et puis à la petite bourgeoisie d'origine populaire. On l'a poussé dans un autre camp. Donc, au cours de la réunion, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire quelque chose et tout. Aziz Zerdani a tenu ses propos. Il faut arrêter de tergiverser. Il faut prendre une décision. Tout est déjà décidé. Il a dit ça comme ça. Lui, il était partie prenante comme venant des Aurès et très lié au colonel Saïd Abid et à Tahar Zbiri. Il savait qu'il y allait y avoir le coup d'État. Alors là, les différents membres de la commission d'orientation vont dans tous les sens. Il n'y a pas une analyse sérieuse de la situation et en définitive, comme souvent dans cette commission, c'est un temporisateur, Mohamed Saleh Al-Wanshi, qui nous propose, je vais prendre contact avec Ben Allah et Ali Menjli, qui était vice-président de l'Assemblée, et à ce moment-là, on avisera. Le temps d'aviser le coup d'État nous a surpris chez nous. Moi, j'étais chez moi avec... je dînais ce soir-là avec Michel Raptis et le responsable de l'agence Reuters à l'Écosse, Joannides. C'est une erreur, je me suis trompé. En vérifiant mes notes, c'était la veille que j'avais vu Michel Raptis en compagnie du représentant de l'agence Reuters. Et le correspondant de l'agence Reuters m'a dit « Si tu m'autorises et tu me donnes ta garantie, je donne la nouvelle d'un coup d'État en préparation. » Il m'a dit « C'est ma carrière. » Je lui ai dit « On verra après. » J'ai dit « Moi, je ne peux pas prendre cette décision toute seule. Parce que tout le monde connaît mes relations avec toi. Et je peux recevoir des coups auxquels je ne suis pas du tout préparé, textuellement. C'est le lendemain que le coup d'État
J'étais à ce moment-là avec 2 amis du ministère des Affaires étrangères. Un type qui était député et un des représentants de la Kabylie, Mabrouk Belhoussine, et un autre ami, Tawfiq Bouatoura. Nous avons discuté de cette histoire et on a dit, si rien n'est fait d'ici 2 jours, ils pourront faire le coup d'État à leur guise, il n'y a pas d'opposition. Belhoussine a dit, il ne faut pas compter sur le FLN pour faire quoi que ce soit. Et alors, nous étions en train de dîner lorsque un camarade, vieux camarade du PPA, a frappé à la porte, il rentre, il dit, il y a des tanks qui rentrent à Alger. Et cette histoire de tanks qui rentrent à Alger paraissait à tout le monde comme quelque chose d'ambigu. C'est pas nécessairement le coup d'État, c'était le film sur la bataille d'Alger était en train de se faire, mais ce copain, Taïeb Naït, a dit, mais il y a des militaires qui ont bloqué les portes. Il y avait 2 entrées. Il y avait 2 entrées et les 2 entrées étaient bloquées. Donc il y avait 2 autres conseillers de Ben Bella l'un qui était avec moi au secteur socialiste, un ancien secrétaire du LGTA, Abdelkader Maachou, et un autre qui s'occupait des affaires sociales, Mejdou Benzerfa. Ils étaient venus pour les amener avec eux à la présidence, ils avaient les clés des coffres. Donc moi, il n'était pas question pour moi de sortir, mais je dois dire que c'était pour moi très très dur. On pouvait ni téléphoner, le téléphone était coupé. Et surtout, la veille du coup d'État, j'avais fait transférer de Guelma toutes les affaires, tous les documents que j'ai réunis depuis 1954. Tout était dans cette malle et je ne savais pas quoi faire. Vraiment, je ne savais pas quelle solution apporter à la question. Hein. On ne se débarrasse pas de milliers de documents comme ça. Donc, en définitive, je n'ai pas bougé, pas de coup de téléphone, pas de visite. Et c'est le lendemain, il y a eu, la seule réaction, c'était des femmes qui étaient sorties crier des mots d'ordre sur les balcons du centre d'Alger, et puis surtout les étudiants. Les premières réactions ont été des réactions des membres du PCA, qui étaient normalement, ils n'existaient plus, mais en fait, ils avaient gardé leur organisation. Vient encore un incident. Ma fille a eu une appendicite aiguë, grave, j'étais obligé de sortir avec elle. Il y avait une voiture qui suivait, mais je suis allé à l'hôpital, personne ne m'a rien dit, ni n'est intervenu.
j'ai fait hospitaliser ma fille et là j'ai rencontré un professeur de médecine originaire de Djidjili que je connaissais très bien puisque je l'avais proposé comme responsable des intellectuels en 1956-57 à la veille de l'arrestation de la direction de la Fédération de France du FLN. Alors on me dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Tout le monde dit que tu t'es réfugié à l'ambassade d'Union soviétique. J'ai dit non, je suis chez moi et personne n'est venu m'embêter. Aucun des camarades de la gauche n'a pris contact avec moi, sur le champ. Le premier qui soit venu me rendre visite, c'était un membre du comité central du PCA, Benzine. Il m'a dit, voilà, il faut faire quelque chose. J'ai dit, oui, on peut faire une déclaration. D'autres membres de la commission d'orientation et des gens de gauche voulaient réagir d'une autre manière, mais ils ne savaient pas comment. Parce que la seule force qui était réellement organisée et qui pouvait intervenir dans la rue, c'était la Fédération d'Alger. Mais la Fédération d'Alger n'a pas pris de décision. Ils ont été voir Boumediene qui les a informés que le changement avait été décidé, etc., qui leur a expliqué pourquoi ils avaient enlevé Ben Bella. Le seul qui était... il y avait aussi les anciens qui étaient rentrés de l'extérieur, particulièrement Bitat et Mohamed Bjaoui, qui avaient du poids dans la fédération d'Alger, puisque l'un était membre du comité des 22 et avait même été vice-président avant son conflit avec Boumediene. C'est pas avec Boumediene, c'est Bitat était ministre avec Ben Bella, vice-président avec Ben Bella. Vice-président de la République? Du Conseil. Vice-président du Conseil. Oui. Est-ce que tu peux dire par la même occasion qu'est-ce que c'est la commission d'orientation? La commission d'orientation, c'est une commission du parti qui était chargée de tout ce qui était normalement explication et diffusion des principaux thèmes contenus dans la charte d'Alger. Normalement, c'était elle qui donnait le là de la réflexion politique à l'intérieur du parti. Elle était composée de qui? Le président était Zahwan. J'en étais membre. Il y avait Mohamed Salah Al-Wenchi, il y avait Zerdani, il y avait Bouaziz. Il y avait des gens qui n'appartenaient pas à cette commission, mais qui s'y sont agrégés. Elle était très à gauche, cette commission. Elle était censée être la plus à gauche, puisque, à cause de la personnalité de Houssine, qui était quelqu'un qui n'avait pas froid aux yeux et qui a affronté Ben Bella sur beaucoup de questions, brutalement même. Donc les gens, il est intervenu surtout pour défendre l'autonomie de l'UGTA, l'autonomie des étudiants, la création d'une organisation des femmes, etc. Donc c'est comme ça qu'il a été placé à gauche et aussi au Congrès. Il s'est prononcé contre l'élection du secrétaire général par le Congrès. Donc il avait une autorité morale. On lui a attribué, on l'a
un peu annexé au marxisme, il ne l'était pas, c'était un nationaliste radical, un justicialiste qui avait eu une carrière de militant, une vraie carrière de militant, puisque il a été arrêté, il était avec crime, il a été arrêté très rapidement, il a été en prison à l'âge de 17 ans, interné à Bogari, d'abord à la grande prison de Bogari. Puis ensuite, dès qu'il est sorti de prison, il a été condamné à 2 ans. Sorti de prison, il rejoint les maquis. Et au maquis, il s'oppose à Mohamed El-Hajj lors de et à Mirouche aussi. D'abord à Mirouche, puis à Mohamed El-Hajj lors de la révolte des lieutenants. Il a gagné l'extérieur par ses propres moyens pour quitter le maquis. Il est venu en Tunisie. Il a rencontré d'abord Krim qui était au CNRA de Tripoli. C'était en 1959. Et il lui a dit ce qui s'est passé dans la wilaya, etc. Tout. Et d'après ce qu'il nous a dit, Krim lui a dit « Je suis en pleine bagarre avec tout le monde, j'attendais de bonnes nouvelles et tu viens de me scier les pieds. » C'était un battant, quoi. Et l'autre, le Bjaoui, s'occupait à Paris de concert avec un certain nombre de dignitaires du régime, de parlementer avec le FFS pour mettre fin à la crise. Effectivement, alors que le comité central était en réunion, et à notre insu à tous, on apprend par la presse que le FFS et le FLN avaient tenu une réunion et avaient décidé de mettre un terme à la crise sous telles conditions, etc. Et Ben Bella a perdu à ce moment-là une bonne partie de ses partisans les plus directs. Tous ceux qui se sont engagés brutalement dans une confrontation avec le FFS, ou qui, pour des raisons idéologiques anti-berbéristes, ne voulaient pas de cet accord. C'était le cas notamment de Massas. Donc, je disais que j'avais reçu la visite de Benzine pour essayer de faire en commun une déclaration. Il m'a dit, je vais on cherche Hossein Zahwan, et puis on va voir. Quelques jours après, il arrive en me disant, voilà, on a discuté avec Hossein et tout, Hossein veut qu'on fasse une organisation ensemble, mais Hossein, entre-temps, avait réuni 2 anciens de la zone autonome d'Alger qui avaient été arrêtés pendant la guerre, qui faisaient partie des groupes de choc. Ils avaient décidé d'appeler les Algérois à manifester et de faire intervenir la masse. C'était vraiment... Ils étaient 3, sans grande emprise, puisque les autres membres de la Fédération d'Alger s'étaient prononcés contre toute réaction, en fait, toute réaction contre le coup d'État. Et ils avaient pris la décision d'engager la lutte armée. Ils avaient... et de préparer un attentat contre Boumediene.
un attentat, c'était possible et faisable, en ce sens que l'appartement de Houssine était en face du forum, juste à l'entrée, presque en face de l'entrée du personnel politique. Et il avait un fusil à lunettes que lui avait offert Tito. Bon, ils étaient en train de préparer ça quand donc Benzine est revenu me voir pour me dire on fait une organisation commune. Ça me semblait... Moi, j'avais toujours été pour faire quelque chose avec les communistes dans le mouvement syndical. Nous étions trop faibles et la compétition entre nous dans différents appareils facilitait le travail de tous les autres parce qu'en fait, elle réunissait des adversaires du groupe d'Oujda sur une base anticommuniste, anti-stalinienne. Donc, j'ai dit, moi, personnellement, il faut se faire une réunion. Et ils ont préparé une réunion. J'ai appris au moment de la préparation de la réunion que Houssine avait consulté un certain nombre de gens sur la question de la lutte armée et il était dans une voiture avec un chauffeur et l'homme avec qui il a eu la discussion dans cette voiture là, qui conduisait la voiture, c'était un type de la sécurité militaire. Et il discutait comme ça de la préparation de la lutte armée. On le cherchait partout et en définitive, il a fini par accepter de voir Boumediene. Boumediene lui a proposé d'entrer au bureau politique. Il a dit, je suis contre le coup d'État, je ne participe pas au bureau politique. En ma direction, il y a le vice-président de l'Assemblée qui est venu me voir à l'Emenjli. C'était Zerdani qui avait préparé la réunion, que je suis allé voir. Il a demandé à me voir, je suis allé le voir chez lui, pas lui. Il m'avait dit, écoute, voilà, nous sommes avec des aventuriers, on ne peut rien contre eux. Il faut essayer d'avoir une période de réflexion et après on pourra se regrouper, faire quelque chose, mais maintenant c'est fichu. Ce qu'on n'a pas fait avant, on ne peut pas le faire maintenant. Je te fais une proposition. Comme vice-président de l'Assemblée, deuxième vice-président, puisque Ben Allah a été arrêté, on va convoquer l'Assemblée et puis on va entériner le coup d'État. Comme ça, les institutions vont rester en place et puis on va agir à travers les institutions, essayer de les bloquer, etc. Et il m'a dit, si je fais ça, et je crois qu'il y a beaucoup de gens que j'ai contactés qui sont d'accord, est-ce que vous voterez pour entériner le coup d'État? J'ai dit, il n'en est pas question. Enfin, je parle en mon nom. Les Zerdani étaient partie prenante du coup d'État, qui était situé à gauche, était déjà partie prenante du coup d'État. Moi, j'ai dit, moi, je ne marche pas. Je ne le ferai pas. Et c'est un peu dans ces conditions que s'est tenue une première réunion
dans les responsables qui ont convoqué cette réunion, c'était Hossein et Béchir Haj Ali. Il a eu une conversation avec Haj Ali, ils ont donc décidé de faire une organisation, une seule organisation, et de commencer à agir. Il a même été question de lutte armée. Et comme Hossein s'était déjà engagé avec ce petit groupe de 3 qui préparait l'attentat, un attentat auquel a été mêlé un Argentin nommé Alfredo Campos, qui disait être venu en compagnie à Alger, en compagnie de Che Guevara, etc., et qui allait apprendre à ce groupe-là qui voulait la lutte armée d'utiliser le fusil à lunettes, etc. Le projet, bien sûr, n'a pas été mis à exécution. Donc je reviens à La Réunion. À La Réunion, il y avait les gens qui étaient vraiment situés à gauche clairement. On était 3. Il y avait Abdelmajid Ben Nasser qui était secrétaire général de la JFLN. La JFLN, à part 2 ou 3 éléments de sa direction, avait complètement basculé dans la résistance au coup d'État. Il y avait des anciens du FLN de la Wilaya 4 qui, des années après, prendront la direction du Parti communiste contre les anciens staliniens. Ils étaient il y avait Shrif, qui sera plus tard le secrétaire général de Tihadi. Et il avait un autre copain avec lui, il y avait un gars de Tizi Ouzou, et il y avait celui, Omar Harrag, un des organisateurs de l'attentat de Mourpiane. Il avait un autre copain avec lui, un nommé Shirgou, qui sera assassiné plus tard par les islamistes. Il y avait également un des éléments les plus solides qui sera plutôt plus tard membre du comité central du PAX, Mnawar Merrouch. C'est un gars qui était venu du courant nationaliste arabe, puis petit à petit la dérive, il est venu dans le même sens que nous, et c'est avec lui qu'a été acquis auprès du BAS le fait le BAS, qui se pensait comme une organisation interarabe, n'aurait pas de section en Algérie et au Maroc pour ne pas porter préjudice à la gauche du FLN, se porter en conflit avec elle sur le terrain, et à l'USFP, parce qu'ils avaient déjà passé le même accord avec Mehdi Ben Barka. Donc, quand cette réunion s'est tenue, il n'y avait ni analyse du coup d'État, ni préparation d'un texte quelconque. Moi, j'avais un texte, puisque j'étais resté sur la première impression de l'accord avec Benzine, d'une déclaration publique, hein, et puis le reste on le fera après. Mais il fallait s'adresser au peuple ouvertement. Personnellement, j'étais assez pessimiste
quant à notre entrée dans la clandestinité, nous étions tous des personnages publics, tous connus, repérés, déjà filés, hein, connus des provocations même, soit des gens de l'armée, soit de partisans de Ben Bella. Vraiment, entrer dans la clandestinité, c'était un peu une aventure. Les communistes avaient amené avec eux Harrak, qui était un ancien du FLN, pour sa réputation d'ancien activiste, et ils voulaient le proposer pour la lutte armée. En fait, ils ne voulaient pas de la lutte armée, mais pour entraîner Houssine avec eux, ils avaient dit nous allons faire la lutte armée. À la première réunion qu'on a tenue après avoir nommé une direction dont faisait partie Houssine, moi-même, Haj Ali, à l'insu des autres membres, et c'était Benzine qui était censé représenter le PCA. Dès que j'ai posé cette question, Haj Ali a dit « Nous ne voulons pas la lutte armée comme ça. On va faire de la propagande armée dans les campagnes. » Comme si on avait déjà des troupes. En fait, ce que j'ai compris aussitôt après, j'ai compris qu'ils avaient fait une opération Touda. On sait ce que c'est l'opération Touda. Les Mossaddeqistes ayant été incapables de faire face au coup d'État préparé par les Américains au profit du Shah, avaient pris la tête de l'organisation avec des partisans de Mossadegh. Mais en fait, celui qui avait un appareil clandestin déjà existant, des militants, une organisation quasi militaire, c'était les communistes. Et donc, le Touda, c'est devenu une façade du Parti communiste. J'ai compris ça quand j'ai proposé comme dénomination le sigle PAX, Parti d'avant-garde socialiste. Les communistes ont dit non, c'est trop tôt, etc. Il faut mieux garder le titre FLN. Donc, en fait, dans leur perspective, ils disposaient de l'organisation, et moi, d'une certaine manière, je n'étais pas contre le fait qu'ils prennent l'organisation, parce que nous n'avons rien apporté. Ils gardaient leur organisation. Mais en même temps, ils pouvaient neutraliser toute la fraction des gens du FLN qui voulaient commencer à tirer. Ce qui aurait été une aventure sanglante pour aucun profit politique. Donc, nous avons fait une direction à 4. Et c'est là que j'ai appris qu'ils préparaient l'enlèvement de Bouteflika et qu'ils l'avaient déjà filé, hein, ils l'avaient repéré, ils avaient remarqué qu'il sortait seul en voiture, ils ont repéré son logement, etc., etc., et ils voulaient procéder à son enlèvement. Donc, quand on a fait la direction de l'organisation, j'étais pas contre la nomination de Haj Ali à la direction de l'organisation. Et j'avais proposé
que les gars qui étaient avec Hossein pour l'action armée, un, on l'a envoyé en France. Le deuxième était resté à Alger, mais c'est moi qui ai mis sur pied la direction d'Alger, de la ville d'Alger, et j'ai marginalisé l'autre compère de Hossein qui va finir par nous donner tout de suite à la police. Moi, j'ai été arrêté dès le 9 août et eux ont été arrêtés en septembre. Il y a eu un activisme incroyable pendant cette période. C'est des dizaines et des dizaines de tracts qui ont été tirés à travers tout le pays. Moi, personnellement, mon influence, c'était pas à Alger, c'était essentiellement dans l'est de l'Algérie et particulièrement à Annaba, là où il y a eu les premières réactions de l'armée contre la population. Et nos camarades ont été arrêtés par dizaines, très rapidement par dizaines. Et nos camarades et les camarades du Parti communiste. Alors je vais m'arrêter là et je reviendrai à un autre moment sur la vie de ce qu'est devenu l'ORP, le passage au Pax, le ralliement à Boumedienne, et puis le conflit entre Hossein, moi d'un côté, les staliniens de l'autre. L'impression qu'on a quand on t'écoute, que j'avais déjà eu auparavant, c'est que le coup d'État, c'est une affaire de famille. Un règlement de compte entre anciens copains. Et c'était ça, hein. Les masses sont C'était ça, dans la mesure où nous, disons, quelques-uns qui se situaient à gauche n'avaient pas réussi à créer une force intervenante, on intervenait dans la presse, en gros, et à partir de la fin 64, hein, à part la presse arabe où nous avons gardé du monde, c'était fini pour nous. Il y avait la presse de la JFLN, c'était essentiellement les communistes qui l'animaient, la presse des étudiants, c'était les communistes. Les syndicats, on venait à peine d'y prendre sérieusement pied. Hein? On a mené toute la bataille à partir un peu avant le congrès du FLN, et on n'a pas eu le temps de faire quelque chose de solide, de constituer une organisation. Alors c'était une affaire entre militants du FLN. Le FLN, il faut pas se tromper, c'était pas une organisation de type pyramidal avec des courants. C'était vraiment un mouvement de type patriotique avec des gens allant dans toutes les directions. Et les courants ont commencé à se dessiner essentiellement entre les gens qui ont composé le FLN au départ et au sommet. Ça touche, c'est un corps social qui touche quoi, quelques milliers de personnes ou plus? C'est ça. C'était ça. C'est quelques centaines, quelques milliers, quelques dizaines de milliers. Oui, il y avait, on ne peut pas dire le nombre, mais disons que en expulsant les gens qui étaient
les acteurs avec nous de la crise de 62 et en interdisant le PC, c'était affaire entre les gens qui se connaissaient, qui venaient à peine, qui commençaient à peine à rompre les liens qui existaient entre eux. La seule chose qui différenciait les gens, c'était la question de l'autogestion. Et là, il y avait très peu de monde engagé dans cette voie, au sommet. En bas, en ce qui concerne l'autogestion, dans un grand nombre de cas, les ouvriers, les anciens ouvriers, avaient été poussés dehors au profit de résistants, des résistants qui venaient de l'ALN de l'intérieur, qui n'avaient aucune qualification politique, qui cherchaient à résoudre les problèmes de leur vie quotidienne, de leur réinsertion dans la société, etc. C'était, en fait, le FLN a commencé à se reconstituer comme organisation prébendière. Et les courants politiques, c'était pas grand-chose. Et les masses assistantes spectatrices Les masses ont reçu un coup sérieux. De toute manière, les masses, ça pose le problème de ce que Gramsci appelle une révolution passive. C'est-à-dire une révolution où les gens sont engagés à fond, mais où l'expression politique, l'organisation politique et tout ça leur échappe totalement. Concrètement, le coup d'État, matériellement, il a été fait par qui? Le coup d'État a été fait par le commandement de l'armée. Donc par Boumedienne directement, qui était Oui. qui était à la fois Il y avait, numéro 2 et le... il y avait deux grands regroupements qui vont se dessiner plus tard. Il y a les gens qui étaient autour de Boumedienne. C'était soit le corps des officiers venant de l'armée française, soit un certain nombre de gens venant du Maroc et de la wilaya de l'Ouest. Et puis, il y avait le gros des troupes de l'Est. La wilaya 2 a été totalement écrasée. La Kabylie, avec l'histoire d'Aït Ahmed, a été mise out. Il restait essentiellement la force maîtresse, qui va d'ailleurs générer donner un grand nombre d'officiers, c'était les gens qui étaient derrière Zbiri, c'est-à-dire les gens de la région des Aurès et ceux de la wilaya 2 qui sont venus un peu comme clients de la wilaya 1. En fait, les forces qui intervenaient directement, c'était le groupe des militaires il y avait la faction qui était derrière Boumedienne et qui était composée de ce qu'on a appelé le clan d'Oujda, essentiellement ses anciens secrétaires et quelques personnalités comme Taïb el-Harbi, comme Qaïd Ahmed. Il y avait l'autre groupe qui était celui que dirigeait, je dirais que supervisait plus qu'il ne dirigeait, le colonel Zbiri. Et une partie des opposants vaincus du Constantinois ou d'autres régions s'étaient un peu raccrochés à ce groupe, ce qui donnait de la force au clan Zbiri. Mais ce n'était pas une force avec une ligne politique
ou disons un accord aussi fort que celui qui unissait le clan d'Oujda et les officiers de l'armée française à leur chef Boumedienne. Quelqu'un comme Ali Kafi, il était où? C'était fini, il a eu un poste d'ambassadeur, il est parti. Boumedienne a été nommé attaché militaire, après avoir été arrêté, etc. Il a participé à la naissance du PRS, puis après, il a été repris comme attaché militaire. Le colonel Ben Aouda de la Wilaya 2 a été aussi repris comme attaché militaire. Sur le plan des militaires et des bases qu'ils pouvaient avoir. L'armée, c'est une hiérarchie. Quand on est à un certain niveau, on ne peut pas parler de base sociale. Donc, les gens avaient un pouvoir réel quand ils étaient dans la hiérarchie. S'ils en sortaient, ils n'avaient plus grand-chose, sauf quelques amitiés ici et là.